sur ta vision à toi de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui sont un peu dubitatives de ce que c'est que l'hypnose, qui y croient pas, et est-ce que tu cherches à les convaincre ou pas? Bon, non. Alors moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, il y a 15 ans même, et c'était pas pareil qu'aujourd'hui, parce que l'hypnose était moins connue, on n'avait pas encore eu cette énorme explosion médiatique, cette énorme mode, et donc il fallait souvent la définir, et souvent clairement dans les soirées, parce qu'à l'époque j'allais encore dans les soirées, les gens étaient... ouais, ils étaient polis quand même, ils disaient «Ah ouais, ouais, c'est intéressant», mais derrière, on sentait bien qu'il y avait beaucoup de scepticisme, voire... ça pouvait être mal vu. Il y avait aussi des gens enthousiastes, hein, mais bon, ou des gens qui connaissaient pas du tout. Mais c'était clairement moins bien vu. Aujourd'hui, ça a une meilleure presse, donc on est moins amené à convaincre. De toute façon, je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je pense que l'hypnose n'est pas du tout une affaire de croyance. Quelqu'un qui dit je crois pas à l'hypnose, ça l'empêchera pas de rentrer en hypnose. Quelqu'un qui dit je crois pas au sommeil, quand il est fatigué, il va dormir quand même. C'est pas une question de croyance. Quelqu'un qui dit je crois pas que l'eau mouille, ben mettez-lui un seau d'eau sur la tête, il aura quand même les cheveux mouillés, s'il a des cheveux, ou enfin il sera mouillé quoi. Euh, donc c'est pas il y a des choses qui sont pas affaires de croyance. Si la personne affirme une croyance contraire, ça changera pas la réalité. Donc une personne qui dit par exemple, si une personne vient me voir en me disant je suis quand même très sceptique, moi l'hypnose j'y crois pas trop, déjà je sais que c'est pas totalement vrai, sinon elle serait pas venue me voir. Après, parce que les gens viennent me voir pour de l'hypnose. Après, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui, pas, si vous êtes psychiatre et que vous dites à un moment donné, bah voilà, j'aimerais vous proposer de faire de l'hypnose, la personne peut dire, bah non, moi j'y crois pas. Dans ce cas-là, vous pouvez lui dire, bah très bien. Du coup, si vous y croyez pas, vous perdez rien à essayer. Si vous y croyez pas, si vous croyez pas que ça existe, laissez-moi, vous perdez juste un quart d'heure, laissez-moi faire quelque chose et puis on voit ce que ça donne. Et la personne, l'idée c'est que souvent moi je les rassure, je leur dis bah évidemment, vous en avez déjà fait? Non. Bah alors heureusement que vous y croyez pas, vous n'êtes pas naïf, vous croyez pas les choses sans les avoir testées et sans les avoir vues. Mais après l'avoir vu, peut-être que vous direz autre chose. Et en effet, l'idée c'est que la personne elle ressorte en disant j'y croyais pas, maintenant je l'ai expérimenté, maintenant je sais. C'est pas j'y crois, c'est je sais, j'ai une première approche de l'hypnose, et je sais que ça existe. Donc le mieux, si quelqu'un vous dit qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ben répondez-lui bah, tu veux que je te montre? Saisissez l'occasion de lui en faire. Ou alors, vous pouvez lui dire, si vous voulez, vous pouvez lui dire, ah, mais c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est comme quand tu lis un livre et que finalement tes yeux ont lu la page, mais toi tu ne l'as pas lu, tu es obligé de la relire. Enfin, ce genre de cliché-là, mais j'ai peur que ça soit un peu léger comme réponse, et un peu décevant pour beaucoup. Donc, l'idée c'est de faire l'expérience à la personne, tant qu'à faire, parce que souvent quand elle dit ça, c'est qu'elle est curieuse de découvrir ce qu'est l'hypnose. Et je crois pas que ce soit une question de croyance. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Ah Et ouais, qu'est-ce puis que c'est que l'hypnose, surtout, c'est ça. L'hypnose, alors écoutez bien parce que j'ai la réponse. Non, je oh, plaisante, je ne l'ai pas. Non, je suis comme tout le monde, j'en sais rien, enfin on découvre, mais on n'a pas besoin d'avoir une définition. Souvent, il y a ce fantasme de la définition qui tiendrait en une phrase ou presque comme une équation mathématique. Et je suis d'accord avec pas mal d'auteurs qui ont dit ça d'ailleurs dans le passé en disant mais non, l'hypnose, c'est pas intéressant d'essayer de chercher une définition. D'ailleurs, Erickson l'a dit aussi. L'idée, c'est plutôt de, au contraire, multiplier les descriptions, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de plus en plus précis parce qu'on multiplie les descriptions. C'est-à-dire que si demain, en séance d'hypnose, j'ai quelqu'un qui réagit d'une façon qui est totalement différente de ce que je pensais et de ce que j'avais vu avant, ben ça vient enrichir la description de l'hypnose. Ça vient pas contredire la définition, pas forcément. Cela dit, il y a une grande recherche de ce que Pierre Janet appelait les stigmates, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être le point commun quand même entre toutes les hypnoses. Et c'est vraiment pas évident. Certains disaient l'amnésie dans le cas des hypnoses profondes, mais même dans des hypnoses très profondes, il y a des gens qui ne développent pas d'amnésie. Certains disaient la catalepsie, mais non, il y a des états où les gens sont mous et pas cataleptiques, où les gens ont des réflexes. Certains disaient, alors il y a peut-être le principe d'économie. Alors c'est vrai qu'on est très économe, on parle peu, on bouge peu, si on nous demande pas, si on nous demande de bouger un peu, si on nous demande d'aller chanter une chanson, on chantera une chanson, mais si on nous demande de rien, par défaut, on fait pas grand chose. Mais vous trouverez toujours quelqu'un qui, bien qu'il soit en état d'hypnose, a beaucoup d'initiatives, va parler de lui-même, bouger de lui-même, etc. Dans une hypnose très profonde. Donc il y a souvent de toute façon, il y a presque toujours des personnes qui vont contredire ces définitions. Sauf qu'il y a quand même finalement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller écouter ce que nous disent les clichés. Il y avait une mode à une époque qui était de faire de dégommer les idées reçues. Il y a des tas de livres là-dessus, des tas de sites à dégommer les idées reçues. Non, l'hypnose c'est pas du sommeil. Non, l'hypnose c'est pas ceci, c'est pas cela.
Ouais, c'est bien sympa, mais finalement, moi, quand je discutais avec les hypno-professionnels, je me disais, mais je comprends rien de ce qu'est l'hypnose, alors que quand je discute avec des gens qui ne sont pas professionnels de l'hypnose, je trouve qu'ils ont une idée de l'hypnose qui me semble pleine de bon sens. Enfin, je veux dire, il y a des choses à recadrer, c'est sûr, mais c'est pas si délirant que ça. C'est dit avec des mots simples, parfois maladroits, mais enfin, il y a quelque chose de, il y a peut-être, c'est peut-être que c'est à moi, c'est-à-dire en sortant de formation, j'avais une définition de l'hypnose qui était délirante en réalité, alors que ensuite c'était à moi de réapprendre ce qu'était l'hypnose auprès de gens qui avaient, auprès des gens qui viennent et qui me disent voilà, mettez-moi en hypnose quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête eux quand ils disent ce mot-là? Qu'est-ce que je leur ai promis en mettant hypnose sur ma carte? Et notamment il y a un truc, c'est quand même cette espèce de monoïdéisme, comme dirait James Braid, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, en hypnose, une chose existe et tout le reste disparaît. C'est-à-dire que si je dis que je suis hypnotisé par quelque chose, je regarde une scène dans la rue, et si je suis véritablement hypnotisé par la contemplation de cette scène qui se passe dans la rue, là, je suis à la terrasse d'un café, je m'imagine à la terrasse d'un café parce qu'en ce moment, ça fait beaucoup fantasmé de pouvoir y être, et il y a des gens autour de moi, très près de moi, à moins d'un mètre, et notamment je vois une scène qui se déroule là, non loin, de gens qui se rencontrent, qui se croisent, qui se touchent presque, et je regarde ça, et je suis totalement hypnotisé par une scène touchante qui se produit non loin, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais en laisser refroidir mon café, que je vais en oublier vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y aura que ça qui existera le temps de cette contemplation. Je la contemple au point que tout le reste disparaît, et que j'en perds même peut-être la notion du temps. Il n'y a que ça qui existe. Il y a une sorte de tunnel d'attention. Ça ne veut pas dire que je suis concentré sur une seule chose, parce qu'il y a peut-être même 2, 3 personnes qui sont en train de rentrer en interaction. Mais en tout cas, il y a un cadre de la scène. Je peux être conscient de tout ce qui se passe dans ce cadre, et plus rien en dehors. Et pour certains, c'est très quotidien d'avoir ça, évidemment. Pour d'autres, c'est beaucoup moins fréquent que ça. Et je pense qu'en hypnose, il y a de toute façon presque toujours, quand l'hypnose s'approfondit, pas en hypnose légère, hein, mais quand l'hypnose s'approfondit, presque toujours ce phénomène. Que ça soit l'hypnotiseur devient ma seule réalité et tout le reste disparaît. Et je n'entends plus que sa voix, le fameux vous n'entendez que ma voix. Que ça soit un rêve, par exemple, si on dit imagine-toi sur une plage, tu sens le sable, j'aime pas beaucoup ce genre de métaphore, mais tu sens le sable sous tes pieds, tout ça. Cette imagination deviendra hypnotique si j'y suis et tout le reste disparaît. Le cabinet, les voix derrière ou les voitures dans la rue, etc. À l'exception peut-être de la voix de l'hypnotiseur. Mais il y a cette idée de une seule chose devient vraiment le contenu de mon expérience et tout le reste autour se met à disparaître. Et je dirais que l'hypnose, quand même, je ne vais pas donner de définition, mais j'aime bien me recentrer, en tout cas depuis quelques temps, je me recentre beaucoup sur cette idée-là, cet état dans lequel on fait table rase de tout un certain nombre de choses qui n'ont pas d'importance, qu'on perçoit d'habitude, qu'on n'a plus besoin de percevoir, pour pouvoir se concentrer sur une chose à la fois, vers une grande pureté. Il y a une sorte de pureté. Par exemple, si en hypnose je dis à quelqu'un, je vais compter jusqu'à 3. 3, vous allez vous lever de votre siège, vous allez aller vous asseoir là-bas à la table, vous allez écrire un mot, vous allez choisir un stylo, vous allez écrire un mot, puis vous allez ensuite plier ce mot, le mettre dans votre poche, vous reviendrez vous asseoir, vous fermerez les yeux, vous vous rendormirez. Je mets toute une séquence comme ça. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord? La personne me fait un oui de la tête, elle est en hypnose, hein, et je lui compte jusqu'à 3, elle se lève, ça peut prendre longtemps d'ailleurs, elle fait tout son bazar, elle revient, elle ferme les yeux, etc. Mais souvent, si je l'interroge après, quand elle s'est levée, quand elle a écrit, quand elle a fait ça, il y avait une grande pureté, il n'y avait pas de pensée parasite. Quand elle regardait son stylo, il n'y avait que le stylo et rien d'autre n'existait. Moi-même, durant cette tâche-là, si je me suis tu, je n'existais plus. Il y a vraiment une sorte de grande pureté dans l'exécution de tout ce qui s'est fait. Idem à l'intérieur. Si en hypnose, je dis à quelqu'un à 3, vous allez réfléchir à votre problème, y réfléchir vraiment et en profondeur jusqu'à trouver une réponse satisfaisante. 1, 2, 3. Eh bien, la réflexion que la personne va mener n'est pas la même que si je lui avais demandé la même chose en dehors de l'état d'hypnose. Parce qu'il y aura une grande pureté, il n'y aura pas d'interférence, il y a des tas de croyances qui ne seront pas là, il y a des tas de choses qui seront laissées au vestiaire. Et je crois que, en tout cas, moi, c'est mon truc du moment, en tout cas, dans l'hypnose, cette espèce de pureté quasi monoïdéique. Et peut-être que dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, je dirais complètement autre chose. Donc vous me reposerez la question, reposez-moi la question à chaque fois, puis on verra si je dis la même chose.